bonjour à tous. La nuit a peut-être été courte pour certains d'entre vous et je crois en repérer quelques-uns avec de petits yeux. En tout cas, merci une nouvelle fois d'être là pour la deuxième partie de ce beau festival Chasseurs d'Orage édition 2025. Alors tout à l'heure, on parlera en milieu de matinée du danger évidemment des orages avec Serge Zaka et de cette façon d'informer la population. On l'a un peu évoqué comme hier à travers nos conférences, informer la population à travers les réseaux sociaux mais aussi à travers les médias. Dans quelques minutes aussi, on fera un point sur les plus belles photos de l'année 2024 à travers évidemment nos chasseurs d'orage. Et puis là, on a la chance d'accueillir aujourd'hui pour partir en Italie du Nord, en plaine du Pô, avec des tornades, avec des grêlons. Vous allez le voir, impressionnant. Pour en parler, on accueille Dean Gilles, météorologue à Météo Suisse, très connu évidemment. Voilà, bonne conférence Dean. Et puis, fais-nous voyager. À tout à l'heure. Alors bonjour à tous. J'ai cru savoir qu'en fait c'est la fin des vacances de Pâques et je vous propose quand même de les prolonger un petit peu et d'aller voyager en Italie et plus précisément dans la plaine du Pô, ou qu'on appelle aussi la plaine Padane. Et voilà, je vais vous montrer un peu ce qui s'y passe. On va visiter des monuments, mais pas la cathédrale de Milan, plutôt des monuments que Dame Nature s'est fabriqué particulièrement bien là-bas, des supercellules, aussi des tornades, des choses comme ça. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette plaine du Pô. Alors, voilà. On situe déjà l'endroit, la plaine du Pô, hein, on la voit assez clairement, elle est assez singulière par rapport aux autres plaines qu'on voit sur l'Europe. On a des plaines ici, la plaine de l'Èbre, les plaines du nord de la France, ici en Europe centrale, et les plaines aussi qui donnent sur la mer Noire. Mais celle-ci, elle a de particulier que on voit qu'il y a une grande chaîne de montagnes autour. Il y a les Alpes à l'ouest et au nord. Et puis au sud, c'est bordé par la chaîne des Apennins. Donc elle est totalement entourée de montagnes et elle s'ouvre uniquement sur la mer. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Même autour du golfe de Gênes, il y a des montagnes. La ligne de crête, elle est à peu près vers les 1000 mètres. Il y a un col à 450 mètres. C'est le col de Cadibona qui sépare les Alpes-Maritimes de l'Apennin Ligure. Et donc c'est une plaine qui est vraiment complètement insérée là-dedans. Et en plus, elle donne sur une mer qui est chaude en été, donc ça assure un apport d'humidité. Et on voit que cette mer, elle est elle-même aussi entre deux chaînes de montagnes, la chaîne ici des Alpes dinariques et puis ça, les Apennins qui courent sur toute la péninsule italienne. Ah oui, on fait comme ça. Et puis, cette plaine, elle a la particularité d'être un hotspot chéronique pour l'Europe. Hein. Donc, on voit ici, oh là, je me suis trompé. Voilà. Ici, cette zone qui est au nord de la plaine et aussi sur la partie des Préalpes, qui est une des plus foudroyées en fait en Europe. On voit qu'il y a d'autres zones en Europe, mais c'est quand même une des principales, je dirais. Et on va voir pourquoi en fait ça se passe comme ça dans cette partie de l'Italie. Voilà, donc on voit quelques... Et puis c'est aussi un hotspot au niveau de la grêle. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 24 juillet 2023, un grêlon de pratiquement 20 cm de diamètre. Qui est vraiment un grêlon énormissime, qui est un record européen apparemment, et il s'est formé donc dans un orage sur le nord-est de la plaine du Pô. C'est aussi un hotspot pour les tornades. Celle-ci en particulier, elle date du 11 septembre 1970, donc je l'ai vécu moi-même. C'est ce qui a un petit peu lancé on va dire ma carrière de chasseur d'orage, mais pas tout de suite, hein, parce que j'avais 5 ans. Je ne l'ai pas chassée, c'est plutôt elle qui est venue à moi. Mais voilà, c'est une tornade qui m'avait impressionné, et c'est une tornade qui est aussi historique, une F4 qui avait parcouru 70 km et qui avait fait 35 morts et 500 blessés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez, on pourrait dire, exceptionnel. Voilà, donc quelques petites tornades
que j'avais pu récolter ça et là dans la plaine du Pô. Hein. Et puis, on va venir plus en détail en fait sur cette plaine, comment elle est faite. Hein. On a ces Alpes qui font le tour ici, les Apennins. On voit donc qu'elle est vraiment coincée entre deux chaînes de montagnes, et ça a tout son effet en fait sur les masses d'air qui courent autour. Si on regarde ici, on zoome un petit peu plus, on voit que c'est une plaine aussi qui a la particularité d'être très très plate. On voit qu'il y a très peu de relief. Je pense que c'est une des plaines les plus plates que j'ai jamais vues. On a quelques reliefs autour, la bordure de la plaine ici. C'est une plaine qui fait à peu près 400 km depuis ici jusqu'au delta du Pô. Mais si on tire une diagonale depuis ici, comment c'est, Borgo San Dalmazzo et la partie la plus orientale, on arrive pratiquement à 500 km. Et puis dans le plus large, on a à peu près 200 km. À noter que cette plaine, en fait, elle est à 99,9% en Italie, mais il y a un petit bout ici qui est en Slovénie, la partie ici vers Gorizia. Et puis aussi, vous allez me dire, moi je suis de Météo Suisse, donc vous allez me dire, mais pourquoi vous faites une présentation sur quelque chose qui est en Italie? Mais en fait, il y a un petit bout de la plaine du Pô qui est ici sur le sud du Tessin, sur le Mendrisiotto. Et donc, il fait partie, en fait, de la plaine du Pô et de ce qu'on pourrait appeler le domaine Padan, donc ce qui se réfère au fleuve Pô. Et d'ailleurs, on pourrait même étendre la zone de ce domaine Padan à toutes les préalpes où en fait, on a affaire au même climat que la plaine du Pô, hein, et même le pied des Apennins. Toutes ces zones ici à l'ouest font partie, en fait, de ce qu'on pourrait appeler le domaine Padan. Et les éclairs qu'on peut avoir sur les lacs italiens, c'est aussi des orages qui sont les mêmes pratiquement que ceux qui ont lieu sur le domaine Padan. On a aussi des supercellules, on a vraiment des orages très violents qui peuvent éclater sur le lac de Lugano, qui donne pratiquement tout ce versant-là, le sud du Tessin, ce qu'on appelle le Sottoceneri du Tessin, fait vraiment partie du domaine du Pô. Et donc ces images de foudre, ça a un rapport étroit. On ne peut pas les dissocier en fait de la plaine du Pô. Et puis pourquoi ça se passe comme ça? Vous voyez, les Alpes, c'est une barrière, hein, c'est comme des hautes montagnes de plus de 4500 mètres d'altitude. Ça borde, ça dévie vraiment, ça modifie les vents en surface. Alors que par contre, les vents d'altitude au-delà de 4000 ou 5000 mètres, ils ne sont pas tellement modifiés, ou en tout cas nettement moins. Et on va voir que ça va créer un cisaillement. Donc quand il y a des vents qui arrivent contre une chaîne de montagne, ils ont tendance à être déviés, et puis ça va créer aussi sous le vent de la montagne ce qu'on appelle une dépression sous le vent. Et puis dans l'hémisphère nord, les dépressions tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et ça crée un courant comme ça. Et finalement, dans les basses couches, ça va créer plutôt un vent de secteur est-sud-est sur la plaine, alors que de l'autre côté, en fait, on avait à l'origine du vent d'ouest. Et si en altitude, le vent, lui, est toujours de l'ouest ou du sud-ouest, on va avoir une superposition, hein, on va avoir du sud-est en plaine et puis du sud-ouest en altitude. Mais on va voir plus loin dans les situations qui vont donner des orages violents. Et puis, ce que ça va faire aussi, c'est cette superposition des vents. On a parlé hier, vous avez entendu parler du terme de cisaillement de vent. Et bien là, vous avez on le voit visuellement en fait. Hein. Là, je regarde vers l'ouest, et vous voyez que les petits nuages ici, ils filent en fait vers l'ouest, alors qu'il y a d'autres nuages ici qui viennent par le sud, quand on est un petit peu plus haut. Et puis quand on monte encore davantage, on voit que ces nuages, eux, ils filent vers le nord-est. Donc on voit qu'il y a vraiment une rotation des vents au sol. On a des vents d'est. Après, on monte un petit peu, ça monte au sud. Après, on monte un petit peu plus haut au sud-ouest. Puis cette rotation des vents avec l'altitude va avoir un effet sur l'orage, et vous le voyez en fait. Vous voyez qu'il y a une rotation. L'orage se met en rotation, et ça favorise en fait la formation de ce qu'on appelle des supercellules. C'est les orages rotatifs. Et si le cisaillement de vent il est très fort dans les basses couches, entre 0 et 1 km, ça favorise même le développement de tornades. Voilà, et là je vais vous montrer maintenant les différentes situations qui peuvent conduire à des orages violents dans la plaine du Pô, donc des orages organisés qui s'organisent donc en supercellules ou même en ligne de grains.
J'en ai dégagé 3 en fait. Hein. Il y a le courant général du sud-ouest, c'est le même que chez nous, ici en France, en Suisse, enfin en Europe occidentale. C'est la plupart des orages violents se développent dans un courant du sud-ouest. Il y a aussi le courant du nord-ouest. Ça paraît un peu inattendu, mais quand le flux franchit les Alpes, ça crée aussi des vents différents et ça peut conduire à des orages violents. C'est moins fréquent, mais ça arrive. Et puis aussi, on a les situations dites de gouttes froides. C'est une dépression en fait d'altitude avec ce qu'on appelle un retour d'est. En général, la dépression est centrée soit quelque part sur le golfe de Gênes ou un petit peu plus à l'ouest. Et ça peut donner aussi des épisodes d'orages forts. C'est plus peut-être des épisodes où il y a des orages qui sont relativement peu mobiles et qui donnent beaucoup de précipitations au même endroit, mais c'est aussi des orages générateurs le long de lignes de convergence, parfois de tornades plutôt d'intensité faible à modérée, ou même de trombes marines quand ça a lieu sur la mer. Alors, ça avance pas. Ah oui. Alors, les situations, là, comme j'ai dit, elles provoquent la majorité des orages violents, supercellules et puissantes lignes de grains qui peuvent traverser une partie de la plaine du Pô, de la très grosse grêle, et puis des violentes rafales de vent. Tornades violentes aussi, hein, et puis des tornades moins violentes aussi. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les situations de sud-ouest. Voilà, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, la flèche qui est un peu transparente ici, c'est le vent d'altitude à 5000 mètres d'altitude. 5500 à peu près. Hein. Et puis on voit que dans les basses couches, le vent est dévié. Là, c'est de l'air froid qui arrive, il est dévié, ça descend comme Mistral dans la vallée du Rhône. Après, ça arrive ici, ça remonte comme vent du sud-ouest, le Libeccio. Et puis ça arrive en fait sur les Apennins et ça redescend de l'autre côté. Après, on va faire un zoom, on verra mieux. Hein. Et puis, on a un vent qui remonte depuis l'Adriatique, c'est le Sirocco. Et ces deux vents vont se rencontrer au pied des Apennins, le long de ce qu'on appelle une ligne sèche ou une dry line. Et c'est là qu'on pourra avoir éventuellement des orages. Et on voit cette superposition des vents, le vent transparent au-dessus à 5500, puis vous voyez, au sol, c'est du vent du sud-est. Donc on passe du sud-est au sud-ouest en altitude. Il y a plusieurs variantes de ces situations de sud-ouest. Hein. On peut avoir des fois 2 branches de Sirocco qui viennent se rencontrer, qui font le même effet, avec un petit effet de fun au pied des Apennins, puis toujours le sud-est ici, et puis le Libeccio qui est plus en arrière. Il y a encore une infinité d'autres versions où le Mistral n'est pas encore vraiment arrivé, mais il y a plutôt une tramontane qui descend ici. Je ne peux pas toutes vous les montrer parce que ce serait un peu, on serait là jusqu'à demain matin. Et puis là, si on zoome un petit peu sur la plaine, on voit en fait ici ce vent du sud-ouest qui passe la crête des Apennins et qui vient en fait intercepter ce courant d'est-sud-est sur la plaine. Et c'est là que les orages pourront se développer et qui pourront donner par moments des supercellules, vraiment des orages violents. Et puis ils vont être entraînés en fait avec le flux d'altitude en direction du nord-est ou voire de l'est, puisque en général, quand les orages se transforment en supercellules, ils ont tendance un petit peu à dévier du flux et partir en direction de l'est. Après, souvent, le flux d'altitude a tendance à faire remonter la ligne sèche en direction du nord-est et les orages se concentrent plus sur la Vénétie. Ça peut être aussi 2 situations totalement différentes. Ça peut commencer directement comme ça, sous cette forme-là. Et puis, la ligne sèche reste calée ici. Ça vient du fait aussi qu'on a un relief un peu particulier ici sur l'est de la plaine. On a ce qu'on appelle les monts Euganéens, je ne sais pas si on voit ici. Voilà. On a les monts Euganéens qui sont totalement isolés au milieu de la plaine. On a les monts Berici ici, les préalpes vénitiennes ici. Et ça crée une cassure en fait entre la plaine centrale ici et la plaine qu'on appelle padano-vénitienne, plus au nord-est. Et ces montagnes, en fait, elles ont tendance à créer une brise en fait de pente qui a tendance à venir tirer le vent en fait du sud-est ici. Donc, ça renforce en fait les vents d'est ici, et donc ça renforce ce qu'on appelle le cisaillement dans cette région-là.
Aussi, donc, sur cette plaine, comme vous avez vu avant, il y a cette ligne sèche qui est une zone de focalisation du début des orages. Donc la zone, quand on parle d'initiation, c'est-à-dire que c'est l'endroit où les orages vont se développer. Et on dit aussi souvent l'initiation aura lieu à 17h ou 18h, c'est le moment où les orages vont commencer à se former. Et là, en fait, on a cette zone d'initiation le long du pied des Apennins. On a aussi cette zone d'initiation vers les monts Euganéens, Mont Berici, les préalpes vénitiennes, puis aussi tout le long des préalpes. En fait, on peut avoir l'initiation n'importe où sur la plaine, hein, mais c'est les zones un peu préférentielles. On a une autre aussi vers le Piémont, les Alpes occidentales, la région, la colline turinoise ici. Et puis les orages, en général, ils partent d'ici, puis ils migrent ici, et ils continuent en fait à parcourir la plaine. Voilà donc ce qui se passe sur cette partie orientale en fait de la plaine. C'est là où on verra qu'il y a les tornades les plus violentes. On voit ce courant de sirocco qui s'incurve. En fait, on voit que la dryline, souvent ici, elle fait une sorte de ce qu'on appelle un bulge, donc un bombement en fait, et qui facilite en fait ce qu'on appelle le backing des vents. C'est-à-dire que les vents, en fait, ils deviennent plus est, voire carrément ici nord-est, et ça maximise encore ce qu'on appelle le cisaillement, et donc ça augmente la possibilité de tornades, et même a fortiori de tornades violentes dans cette région. Et on voit que ça a un effet aussi sur le... Voilà, là je vous ai montré, en fait, on voit ces monts euganéens qui ont une forme assez particulière. Ça rappelle un peu les monts... vers Clermont-Ferrand, là, un peu, c'est des montagnes volcaniques. Et puis on voit une supercellule qui déboule là. Puis en général, quand elles franchissent cette zone, la zone euganéenne, elles deviennent plus sévères et elles tendent même à donner des tornades. Et d'ailleurs, on voit, en fait, ça se voit sur le résultat des tornades qui ont eu lieu. On voit qu'il y a vraiment, ça c'est les monts euganéens, hein. Et on voit que on va dire dans le vent des monts euganéens, on a plusieurs épisodes tornadiques, même des majeurs en fait, hein, celui de 1970. Moi, je me trouvais ici à la Guizza, et puis la tornade est passée juste à côté. Puis ensuite, elle est entrée ici dans la lagune. Et elle est passée à Venise, sur le quartier de Sainte-Hélène, où elle a soulevé un bateau de l'eau, puis elle l'a coulé. Donc c'est là où il y a eu plus de morts. Puis ensuite, elle a détruit des campings ici sur le littoral. Donc c'est une tornade vraiment qui s'est formée pratiquement dans les monts euganéens. Puis on voit qu'il y a d'autres tornades. 8 juillet 2015, ça fait pas si longtemps que ça. Voilà, 6 juillet 2008, ça j'y étais. Donc j'ai intercepté avec Nico, un autre chasseur, on était ici, au moment où elle entrait dans la lagune. Et puis, on voit qu'il y a d'autres événements. J'avais aussi intercepté une tornade plus au sud, mais j'ai trop zoomé, donc on ne verra pas le tracé. Mais voilà, donc il y a pas mal d'événements tornadiques. Puis c'est pas exhaustif, en fait. Donc c'est vraiment une zone qui est particulièrement visée par les tornades. Mais en fait, toute la plaine du Pô peut être... voilà, ça c'est le monument qui est sur le quartier de Sainte-Hélène, près de l'exposition de la Biennale à Venise, en mémoire des victimes de la tornade. Ça, c'est la cellule d'ailleurs du 6 juillet qu'on avait chassée. Et puis, voilà. Et puis ça, c'est la tornade qu'on avait aperçue au bord de... C'était un peu difficile de la voir, mais elle entrait dans la lagune. Et puis là, c'était la tornade en fin de course. Et si on regarde en fait la répartition des tornades sur la plaine, on voit que le nord-est de la plaine ressort nettement, en tout cas en matière de violence des tornades. On peut avoir aussi des tornades violentes ailleurs, mais la probabilité est majeure d'en avoir dans cette région-là. On a aussi la région de l'Émilie-Romagne qui est sujette aux tornades. Donc on a plein d'événements qui ont eu lieu. La plus forte tornade, en fait, elle a eu lieu en 1930, le 24 juillet 1930. Ça s'appelle la tornade du Montel, qui était ici au nord le nom de cette colline ici, en fait, qui s'appelle le Montello, ou Montel en vénitien. Et elle a parcouru 80 km, et elle a pratiquement, c'était une F5, donc la plus violente tornade sauf erreur d'Italie. Et puis après, il y a cette F4 ici.
Et puis des différentes F3, il y avait encore une F4 ou F3 près de Trévise, il n'y a pas si longtemps que ça. Et en 2013, il y a eu des tornades F3 ici dans ce secteur-là, le 3 mai. Aussi par ici. Là, c'était dans ce secteur-là, c'était le 19 septembre 2021. Donc il y a eu, c'était Julien, il y a aussi Laetitia et Tanguy qui étaient sur cette tornade. Je vais vous en parler d'ailleurs. Et puis il y avait une tornade aussi qui est un peu hors de la zone, ici au sud, dans ce secteur-là, à Robec-Copavese en 1957, qui était, je crois, une F4. Donc voilà, il y a un petit peu partout des événements tornadiques. Ah oui, c'est bon, j'ai le temps. Là, je vais vous parler du cas du 24 juillet, donc le cas du gros grêlon qu'on avait vu en début de présentation. Ça, on voit la supercellule qui s'approche avec la foudre. Et c'était vraiment une situation... Donc, malheureusement, j'avais sauvé des cartes sur mon ordinateur, mais il y a eu un petit souci. J'ai pas pu j'ai perdu la sauvegarde, donc j'ai que les cartes d'altitude. Mais on voit que c'est toujours en courant. Évidemment, du sud-ouest, on a 50 nœuds à 5500 mètres d'altitude, donc ce qui est assez élevé. On voit que les cellules se développent. C'était une journée où il y a eu plein de supercellules. Il y a eu la supercellule de celle que vous avez vue dans la photo, mais aussi celle qui a causé la grêle, qui était plutôt sur le nord-est de l'Italie. Et étonnamment, ce n'était pas la première supercellule qui a donné... Il y avait eu 2 supercellules successives, une derrière l'autre, mais on aurait pu s'attendre que ce soit la première qui donne le grêlon de 19,5 cm, mais en fait, non, c'était celle qui arrivait derrière, contre toute attente. Et ça, en fait, c'est la cellule qu'on avait interceptée. À voir comme ça, on dirait, ouais, c'est sûr que c'est vraiment une supercellule, mais en fait, oui, c'en est une. On voit d'ailleurs on distingue un inflow, une sorte d'inflow notch ici. C'est le vent qui entre dans la cellule. Et puis, elle était vraiment très puissante, très, très électrique. On voit aussi l'effet, ça c'est la grêle en fait, le tracé de la grêle, il est vraiment épais, il y a eu vraiment beaucoup de destruction au niveau de la grêle. Aussi l'activité foudre, ça c'est tout le foudre extra nuageux, intra foudre, impact au sol. Et puis si on regarde que les impacts au sol, ça donne ça. Donc c'est vraiment très élevé. Parce que souvent on dit que les supercellules ça donne que des intras, oui, souvent, mais dans ce cas-là pas du tout. En fait, il y avait beaucoup d'intras, mais il y avait aussi pas mal de foudre. Et puis ça, je ne sais pas si on voit bien, là c'est en temps réel en fait. Il y a trop de lumière en fait pour voir. Mais et on entend en fait aussi le vent qui vient. En fait, vous voyez l'herbe là, on voit brièvement, elle est inclinée en direction de l'orage. En fait, on regarde vers l'ouest, l'orage arrive vers nous et on a un très fort inflow, en fait, un vent qui entre et qui va alimenter l'orage, en fait. Et c'est de l'air chaud et humide. C'était vraiment assez impressionnant. Et puis après, ça a commencé, la grêle est arrivée, on est allé s'abriter sous une station-service. Et c'était assez impressionnant. Mais la taille des grêlons était, je dirais, sans commune mesure avec ce qui avait été mesuré un peu plus tôt dans la soirée dans les cellules du nord-est. On n'avait pas eu le temps d'aller au plus à l'est parce que moi j'avais fini mon service à 13h, donc on n'était pas en mesure d'aller si loin. Mais c'était déjà assez impressionnant. J'aurais pas trop aimé recevoir le grêlon de 20 cm sur la figure. Là, maintenant, on va passer à une situation plus tornadique. J'aurais pu vous montrer des situations que j'avais, mais j'avais gardé les différentes cartes au sol, mais je les avais plus. Donc là, heureusement, j'ai sauvegardé les cartes
pour cette situ-là, où j'avais malheureusement pas pu chasser parce que je travaillais la nuit d'après, donc je me voyais mal aller chasser, puis j'aurais jamais eu le temps de revenir pour 20h30 à Genève, depuis le centre de la plaine. Donc c'était Julien, Stéphane, que vous avez vu hier, qui était aux commandes. Il y avait aussi dans la chasse, il y avait Tanguy et Laetitia. Il y avait aussi un autre chasseur qui s'appelle Lucas Adler, qui était un peu séparé. Et c'est une situation assez typique, je dirais, presque. C'est vraiment un cas d'école, à mon avis, de ce qui s'est passé pour les événements tornadiques en Italie. Ça n'a pas eu lieu en Vénétie, ça a eu lieu sur la zone centrale de la plaine, mais c'est aussi une zone où on peut avoir justement des tornades, on peut aussi avoir des tornades violentes. Donc là, on voit, je vous ai montré les cartes, ça c'est les cartes à 500 HPA, donc c'est à peu près, ça fait 5500 mètres d'altitude. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ces flèches ici, ça s'appelle des barbules. Donc les petits triangles ici, là, c'est des vents à 50 nœuds, ça fait à peu près 90 km/h. D'une manière générale, pour avoir quelque chose de supercellulaire sur une plaine, on aime bien avoir des vents entre 40 et 50 nœuds, ce qui est tout à fait parfait en fait. On voit aussi qu'il y a une courbure cyclonique, on devine la rotation, la dépression elle est centrée pratiquement ici sur la frontière entre la Suisse, l'Italie et la France, et ça tournicote comme ça. Et si on regarde un peu en plus en bas, en fait, les vents à 750 mètres d'altitude, ça c'est les vents à très basse altitude, on a 25 nœuds en sud-est, bien marqué, on appelle ça une sorte de jet de basse couche, donc des vents forts pour des vents de basse altitude. Et vraiment au sol, on a carrément, vous voyez, des vents d'est à une quinzaine de nœuds, donc qui font que le cisaillement directionnel est vraiment bien marqué, et donc c'est une situation idéale pour les tornades. On voit aussi ici que le vent est carrément nord-est. On suppose que ça peut être dû en fait à ce qu'on appelle de l'outflow des orages qui ont eu lieu en fait le matin. Il y a eu un peu d'orage le matin et puis après ça s'est éclairci vers la mi-journée et puis ça a créé ce qu'on appelle une outflow boundary, donc une limite de flux sortant d'anciens orages. Et ça c'est très important, ça peut être assez important de les détecter parce que quand un orage coulisse le long d'une outflow boundary, il peut devenir encore plus tornadique, ça accentue encore le cisaillement de basse couche. Et ça augmente le potentiel tornadique. On voit aussi les valeurs de Kip, on se dit, ouais, bof, c'est pas mirobolant. On voit aussi que les valeurs ici sont plus faibles parce que probablement justement l'outflow des orages du matin ont un petit peu amoindri, ont bouffé un petit peu l'énergie. Hein. Et là, on a des valeurs, ouais, je dirais 1000-1500 joules par kilo, c'est très moyen. En fait, on n'a pas besoin de 25 000 de quai pour avoir des tornades en Italie ou même ailleurs, ou même aux États-Unis. Hein. Et on voit que ça augmente un petit peu vers les 17 heures locales, mais ça reste des valeurs, je dirais, honorables sans plus. Et là, on voit ce qui s'est passé au niveau radar aussi. On voit que les premières cellules se sont formées ici entre Milan et Pavie. D'ailleurs, il y a une première tornade pas loin de Pavie le matin, donc qui était séparée des autres cellules. Puis la cellule en question, c'est celle-ci en fait, qui a transité et qui a fini après en direction de Vérone. Après, elle a fini par mourir. Voilà, on revoit on voit qu'il y a plusieurs cellules. Puis c'est une des cellules ici qui prend le dessus. On voit que une fois que la cellule commence à prendre de l'ampleur, toutes les autres cellules autour se dissipent. Elle fait vraiment le ménage autour d'elle. Et puis, pour les chasseurs, tout l'art de savoir laquelle des cellules va prendre le dessus. En général, il y a une règle qui dit que c'est plutôt d'aller choisir les cellules les plus au sud, qui sont mieux alimentées. Mais ça ne marche pas toujours. On peut avoir quelques déconvenues. Là, on voit aussi donc le résultat, ça c'est le tracé c'est la grêle, qui était quand même assez marqué, mais rien de comparable au 24 juillet 2023. L'activité électrique était pas mal, ça c'est l'activité totale, et ça c'est l'activité au sol, elle est plus modeste, je dirais que par rapport
à celle la situation du 24 juillet. Là, le résultat, c'est une très belle tornade. Enfin, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu, je crois, 5, 6, plus une tornade à Pavie. Et je crois qu'il y en a une autre à Carpi qui avait détruit un aérodrome. Donc, pas mal de dégâts quand même. Mais celle-là, elle est vraiment très jolie. C'est une photo donc, de Julien Stéphan, qui a vraiment assuré une chasse magistrale. Il s'est vraiment bien positionné. C'est pas facile de chasser dans cet environnement de la plaine du Pô, vous allez le voir. Et puis après, il y a encore un dernier cas. Un des cas, c'est le 31 août 2018. Je l'ai quand même mis. On voit que c'est toujours en courant du sud-ouest, un peu moins marqué en altitude. On a plutôt 20, 25 nœuds. C'est rien d'exceptionnel. On se dirait, ouais, bof, je suis limite de ne pas aller chasser. Est-ce que je vais chasser mais bon, j'ai rien d'autre à faire. C'est la fin des vacances. Je vais quand même, je vais aller faire un petit tour en Italie. À la limite, je me prends un petit spritz, voilà, pour la fin. Et puis là, ça a donné une super cellule à 11h du matin. Franchement, j'ai failli la louper. Et ça tournicotait vraiment bien. On voit d'ailleurs toujours ce côté cisaillé, hein. On voit les nuages de basse couche qui... Là, je regarde vers le sud-ouest, et puis la supercellule se forme. Et puis, en fait, elle a donné très vite une tornade, c'est celle-ci, qui était presque, pas totalement condensée, mais en tout cas, on voit bien que c'est une tornade. Malheureusement, j'étais mal positionné au niveau des arbres. Elle était derrière les arbres. Mais des fois, on n'a pas trop le choix. En Italie, selon les endroits, c'est compliqué pour trouver un endroit rien que pour arrêter le véhicule. On peut pas. Il n'y a même pas de bord sur la route de bas-côté pour se mettre. Voilà. Donc, et puis maintenant, très brièvement, les autres situations voilà, les situations de nord-ouest. Bon, vous voyez, le vent, en fait, il vient buter contre les Alpes, et l'air froid fait le tour ici. Et puis, on a cette fois une ligne sèche, c'est la ligne sèche alpine, c'est du Föhn du Nord, c'est l'air froid qui dégouline par-dessus les Alpes, et ça crée une dry line au pied des Alpes. Et on a souvent un courant résiduel d'est sur la plaine. Ça peut être aussi des fois l'air froid qui entre ici sous forme de bora et qui vient interagir avec le Föhn. Des fois, c'est un mélange des deux, c'est pas très clair. Cette bora, elle passe sur l'Adriatique et se réchauffe. Et par contre, c'est une situation généralement moins humide que les situations de sud-ouest, donc c'est des orages à base plutôt plus élevés, et le résultat des courses, c'est plutôt des sortes de LP, donc des LP Low Precipitation, donc c'est des supercellules qui sont très esthétiques, avec une jolie jupe et tout, mais qui donnent moins de précipitations et qui ont quand même généralement moins de chances de donner des tornades. Mais ça arrive, des petites tornades. Souvent, on voit des tornades blanches parce que la cellule, elle est isolée dans un ciel assez dégagé, donc elle est éclairée par le soleil, donc ça peut être assez mignon à photographier. Il y a aussi la situation de retour d'est avec une goutte froide. Bon, là, la goutte froide, je l'ai placée sur la Toscane, mais elle peut être placée ici, elle peut être placée plus à l'ouest. Et ça crée souvent, c'est un environnement moins dynamique en général, les vents sont moins forts en altitude, on voit cette rotation des vents d'altitude. Et puis le Sirocco qui remonte de l'Adriatique, qui vient intercepter le courant de Bora, on va voir plus en détail. Donc il y a une ligne de démarcation très très nette en fait entre la Bora et le Sirocco, et souvent là des orages se forment avec souvent parfois des trombes marines ou des tornades sur la terre ferme. C'est souvent le delta du Pô qui est touché. Si ça se produit de nuit, ça peut donner des orages très électriques, très 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 mignons avec des extra nuageux, des trombes marines. Ça peut vraiment être très très sympa. Là, en l'occurrence, c'est une situation du 27 septembre 2010, un peu plus au nord, sur la lagune de Venise. Donc, c'est dans la lagune morte. Donc, c'est un mélange de terre et de lagune. Et donc là, c'est une trombe ou tornade, parce qu'il y avait quand même des bouts de terre où elle est passée dessus. Donc, si une trombe marine passe sur la terre, on la considère comme une tornade. Et là, on en avait eu 6 durant cette journée. Là, c'est une autre. Ça, c'est sur le delta du Pô, le 14 septembre 2008.
Au début, je ne pensais pas que c'était une tornade, mais en fait, en regardant ma vidéo, on voit ici, en fait, c'est un buisson qui est très ténu, mais en regardant la vidéo, on voyait qu'en fait, quand ce cône très épais passait dessus, les arbres commençaient à bouger fortement. Et donc, et après, j'ai eu la confirmation sur place que c'était bien une tornade. Et d'après les mesures du mouvement, en fait, on a fait des mesures, comment ça s'appelle, photogrammétriques. Ça donnait des vents d'à peu près d'une centaine de kilomètres/heure. C'était pas une très forte tornade, mais bon, une tornade quand même. Voilà, on va aborder on a fait un petit peu le tour. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, des orages de la plaine du Pô, mais on a un temps très limité. Les aléas de la chasse dans la plaine du Pô. Pour ceux qui connaissent, si on regarde sur le côté de l'image, là, c'est du maïs. Et c'est surtout sur le nord de la plaine, il y en a beaucoup. Et c'est parfois du maïs qui fait 3 mètres de haut. Enfin, vous ne pouvez rien faire avec ça. Donc vous n'avez pas de point de vue. Si une tornade, vous voulez bien descendre là, ce serait compliqué, disons. Et voilà, donc ça, c'est problématique. Il y a aussi, comme c'est une zone très plate, les passages sous voie sont parfois assez rapidement inondés. Vous voyez qu'il y a des malins qui ont essayé de passer, puis en fait, ça c'est un orage vers Rimini qui a déposé 100 mm en pratiquement 1 heure, et les gens se sont fait piéger. Et moi-même, j'ai failli me faire piéger là. Enfin, merde. On ne pouvait plus passer. Le mec, il avait noyé sa voiture. Donc, vous voyez, le type là, il a essayé avec sa Mini, puis en fait, il a noyé le moteur. Voilà, donc ça peut être compliqué. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens qui essayaient de passer. Puis je leur ai dit, mais vous voulez vraiment traverser? Puis finalement, ils ont fait demi-tour comme moi. Et puis aussi, quand on veut voir des tornades, il faut que ce soit une vue dégagée. Puis là, j'essaie de voir la tornade, puis je vois la tornade, je suis en voiture, et puis je dis, mais c'est pas possible, je vois rien, en fait. Puis on devient fou, vraiment, on s'énerve, et puis finalement, après, on y arrive quand même, mais ça peut être très, très, très compliqué. Il y a aussi les dégâts, s'il y a là, c'était une supercellule du 7 juillet 2021 ou 22 qui avait fait des gros dégâts dans certains endroits. Donc si on se ramasse une tôle ondulée dans la figure, c'est pas très agréable. Et puis là, cette image, elle paraît idyllique. On se dit, on doit passer un moment de pur bonheur, c'est la jouissance totale. Et puis en fait, on est en train de se faire dévorer par les moustiques. Ça c'est pas loin du delta du Pô, c'est la lagune de Comacchio, mais ça se passe aussi dans la région de Vercelli, dans les rizières. On peut vraiment, des fois on n'arrive même pas à respirer, les moustiques qui nous rentrent dans la bouche. Et puis le résultat des courses, je vais montrer la photo, elle est un peu gore, donc avis aux âmes sensibles, fermez les yeux. Ça c'est mes mollets après m'être fait piquer. Donc il faut éviter les shorts. Mettez des pantalons assez épais, parce que même avec des pantalons, ces petits pantalons un peu fins, techniques, c'est pas génial. Ça, c'est les moustiques italiens, ils arrivent à piquer à travers en fait. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. C'est aussi encore une vue là du delta du Pô qui est assez idyllique, mais là aussi ça peut être plein de moustiques, mais un petit peu moins parce que là c'est de l'eau plus salée, donc je crois qu'ils aiment moins. Voilà, donc et puis, mais il y a quand même quelques joies en fait dans cette plaine du Pô, hein, donc on a quand même à faire de magnifiques orages. Il faut savoir simplement les gérer, et ceux qui veulent y aller, je leur laisse le soin de découvrir aussi par eux-mêmes cette plaine du Pô qui est fascinante, donc avec des orages qui sont très bien structurés, avec justement des situations météo qui ressemblent, je trouve, pour certains aspects à ce qu'on voit aux États-Unis dans la Tornado Alley, avec ces vents du sud-est dans les basses couches. On retrouve la même config dans la plaine du Pô. Voilà encore sur le delta. Voilà.
Merci beaucoup, Dean. Alors, on n'aura pas trop de temps pour les questions, mais tu es disponible encore tout au long de la journée. On peut parler de mini tornado alley européenne ou c'est... Oula, je vais pas me faire des... Avec le micro, Oui, micro, oui. Oui, c'est une petite. On peut dire que c'est une sorte de petite tornado allée. En tout cas, les conditions sont propices pour ce genre de phénomène. Et ce qu'il y a de pas mal pour la plaine du Pô, c'est qu'on arrive à vraiment aller chasser, on va dire relativement facilement, avoir un résultat. Ce qui est plus dur, je trouve, ailleurs. J'ai déjà chopé une tornade en France, mais c'était extrêmement difficile, je trouve, pour de la chasse, c'est plus compliqué ailleurs. Là, on a vraiment c'est un territoire qui est quand même assez restreint, hein, donc bien sûr. Et concentré sur une petite zone. Donc finalement, oui, il y a des inconvénients, mais si on connaît le terrain, on y arrive. Bon, merci d'avoir répondu oui à ma question, parce que je ne m'étais pas fait des copains ici au centre. Dans quelques instants, on va découvrir ensemble les 30 images d'orage qui ont marqué l'année 2024. Vous accueillerez sur scène Grégory Mostzen et Valentin Mélan, c'est dans un instant.